Dédicacé à tous les militants, à tous les combattants, à tous les hooligans, à tous les artistes en lutte. Soyez voir Mino, on ne lâche rien. Nous avons un thème assez large à traiter. Quelle place de la CGT dans le mouvement social et pour quel objectif? Alors peut-être on va commencer par vous, Stéphane Sirot. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de la sociologie des grèves. Et donc, je voulais vous demander, puisque souvent quand on cherche là où on va, on réfléchit de là où on vient. La CGT, elle a eu dans l'histoire une place centrale dans le mouvement social en France. Est-ce que c'est toujours le cas? Et qu'est-ce qui a changé depuis sa création? J'imagine énormément de choses. Alors merci d'abord. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie en particulier Olivier de m'avoir invité. D'ailleurs, je commence à connaître Marseille puisque ça fait, je crois, la 3e ou 4e fois que je viens participer à des débats qui sont organisés par l'UD ou plus récemment encore par le syndicat des télécoms 13. Tous les Oliviers de la région me sont fort sympathiques. Alors je vais partir de l'actualité pour peut-être remonter un petit peu dans le temps. Parce que la période qu'on vit, je pense, qu'on est en train de vivre est une période intéressante. Parce que les événements que vous connaissez, auxquels vous participez pour beaucoup d'entre vous, soit directement, soit par le soutien que vous apportez aux conflits sociaux, ce sont des périodes de clarification. Ce sont des périodes de clarification qui, de fait, dévoilent, si c'était nécessaire, et dévoilent plus particulièrement aux yeux de ceux qui peut-être veulent moins voir que les autres, dévoilent une série, je dirais, de réalités sociales, de réalités politiques. Bon. Je vais en rappeler quelques-unes qui, sans doute, pour vous qui êtes ici, paraîtront des évidences. Mais malgré tout, voilà, je vais quand même les lister. Pour moi, la première réalité que le mouvement actuel met en avant, c'est la réalité de ce qu'est aujourd'hui le pouvoir politique, c'est-à-dire celui d'Emmanuel Macron. Un pouvoir qui n'hésite pas, alors on le savait déjà, puisqu'il n'a pas hésité il y a 3-4 ans à crever des yeux, à faire s'amputer des avant-bras. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Il est prêt à défendre jusqu'au bout le système pour lequel il a été porté au pouvoir. On le voit aujourd'hui au travers de tous les actes autoritaires qu'il met en place, de manière conjointe, de manière simultanée. Quand vous faites l'addition du 49.3 politique au Parlement, de ce que j'ai appelé ailleurs, dans certains médias, quand on me laisse la parole, de ce que j'ai appelé le 49.3 social, au travers des réquisitions qui sont l'arme atomique en matière de rapports sociaux. Quand on met également ça en regard avec la tentation qu'a eu ce pouvoir de passer une réforme ou une contre-réforme des retraites par la voie d'un amendement sur le plan de financement de la sécurité sociale, on est là, clairement, dans des pratiques qui sont d'un autoritarisme qui, au fond, si on y réfléchit bien, quand on entend les critiques qui sont faites à propos de ce qu'Emmanuel Macron lui-même qualifie de démocratie illibérale, on peut se poser la question de savoir si, au fond, nous ne sommes pas nous-mêmes dans des démocraties illibérales. On est là face à des actes qui, clairement, sont destinés à empêcher le débat démocratique, à empêcher toute forme de contestation et à faire en sorte que s'applique une série, tel un rouleau compresseur, de réformes dont l'objectif est le même depuis 40 ans, c'est-à-dire déconstruire les droits sociaux, c'est-à-dire déconstruire l'État de la part de ceux qui s'en sont emparés. Et on le voit dans tous les domaines que le gouvernement développe. La deuxième réalité que l'on nous dévoile, si c'était là encore nécessaire, c'est la réalité de ce qu'est le capitalisme. En ce moment, on ne cesse de me demander, quand on m'appelle, quand des journalistes m'appellent, quand la CGT va-t-elle finir le conflit? Mais vous vous rendez compte, elle bloque le pays. Alors, il est évident que c'est compliqué de les renvoyer vers un autre terrain, mais on peut toujours essayer. Alors je leur réponds notamment... La période est aussi intéressante parce que vous pourriez questionner ce qu'est la réalité d'une entreprise telle que Total. On parle beaucoup aujourd'hui dans le monde dominant qui aime beaucoup les expressions qui semblent lui donner une allure convenable. On parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises. Mais où elle est
la responsabilité sociale de Total, où est-elle dès lors qu'une entreprise comme celle-là ne veut pas accorder les 3% de ce que représenterait sur ses profits l'augmentation des salaires? Qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique de cette entreprise qui conclut des accords avec une junte birmane qui détruit l'environnement social, écologique en Ouganda? Quelle est sa responsabilité sociale? On est bien là face au dévoilement de la brutalité qu'est le capitalisme et tel qu'il a toujours été, qui sera toujours. La troisième chose, me semble-t-il, c'est tout simplement le fait qu'on voit émerger, qu'on voit transparaître de manière évidente deux propositions de syndicalisme autour de ce conflit. Mais les deux qui ont toujours existé au fond dans notre histoire, pour moi il n'y en a que deux. Il y en a une qui est celle du syndicalisme chrétien, de culture chrétienne que porte la CFDT, c'est-à-dire un syndicalisme qui depuis sa naissance considère que la lutte de classe est nulle et non avenue, que le rapport de force ne doit pas être en usage et que la seule chose qui compte, c'est de faire comme si l'entreprise et la société étaient en quelque sorte un ensemble d'individus qui avaient tous les mêmes objectifs et qui devaient par conséquent tous vivre ensemble en harmonie. Ça, c'est une proposition de syndicalisme dont on ne peut pas considérer qu'elle n'existe pas et qu'elle n'a pas d'arrière-plan historique. Elle en a un. Elle existe depuis aussi longtemps que la CGT. La deuxième proposition de syndicalisme, c'est en effet celle de la CGT, qui s'est construite sur une culture, elle, de lutte de classe, sur une culture révolutionnaire, sur une culture qui n'hésite pas, à raison à mon sens, à investiguer à la fois le champ social et le champ politique, et qui nous démontre une fois encore que nous sommes dans un pays dans lequel il n'y a pas d'acquis sociaux, mais dans lequel il n'y a jamais eu autre chose dans notre histoire que des conquêtes sociales. Qu'ensuite, il faut parvenir à conserver. Les acquis sociaux, ça n'existe pas. Donc démonstration est faite aussi par l'exemple, y compris aujourd'hui avec ce qu'ont obtenu d'ores et déjà, même si c'est insuffisant à leurs yeux, les grévistes. Ils ont fait la démonstration que quoi qu'il en soit, c'est bien par des pratiques de mobilisation, c'est bien par des pratiques de rapport de force qu'il est possible d'obtenir des concessions de la part de l'ordre dominant. Et à ce titre-là, je renvoie aussi, alors Olivier le disait autrement tout à l'heure, aux responsabilités de ce syndicalisme de culture chrétienne qui, au fond, ressemble beaucoup au capitalisme. C'est-à-dire qu'il envoie les autres au charbon et il essaie d'en tirer les profits. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce qu'on nous met en avant au travers des accords qui auraient été signés par ceux qui n'ont jamais, à aucun moment, dit majoritaire, qui à aucun moment n'ont fait grève. D'ailleurs, à propos des accords majoritaires, ça me permet aussi de souligner le fait que je regrette encore les lois de 2008 et de 2010 par lesquelles, y compris la CGT, a accepté de transformer les processus de légitimation du syndicalisme qui jusqu'alors étaient purement et simplement puisés dans les pratiques de grève, dans la capacité à faire adhérer, dans la capacité à faire revendiquer, à manifester, et certainement pas dans des processus électoraux dont on voit aujourd'hui que d'une part ils sont déconnectés de la réalité sociale et que par ailleurs ils peuvent nourrir de fait une traîtrise de la part des organisations qui s'en emparent, relayé évidemment efficacement par les médias. Bref, tout ça peut nous faire dire qu'au fond le syndicalisme, c'est ce qu'il doit être. Et la CGT, qu'est-ce qu'elle doit être? Parce qu'il faut bien le dire, depuis 20-30 ans, elle s'interroge particulièrement sur elle-même. Elle doit être tout ce que l'ordre dominant ne veut pas que le syndicalisme soit. Et qu'est-ce qu'il veut que le syndicalisme soit? C'est très simple. Il veut la même chose depuis 150 ans. Il veut la même chose depuis la loi de 1884. C'est-à-dire, il veut que le syndicalisme soit purement et simplement assigné à résidence professionnelle, qui ne s'occupe jamais des questions de société, des questions politiques, qui ne s'occupe jamais du système dominant et qui ne cherche jamais à remettre en cause évidemment le capitalisme. Pour cela, il veut un syndicalisme qui soit dépolitisé, il veut un syndicalisme qui soit enfermé dans ce que certains juristes appellent les rapports de droit plutôt que les rapports de force. Parce que qu'on le veuille ou non, le droit il est fait par qui, même s'il est le résultat très souvent de rapports de force lui-même, il n'empêche qu'il est fait par ceux qui le votent. Or, jusqu'à présent, la plupart du temps, ceux qui le votent sont des supplétifs de l'ordre dominant. Donc il est bien évident qu'un syndicalisme qui se laisse enfermer dans des rapports de droit et qui ne veut pas s'en extraire pour dégager des rapports de force est condamné à la régression sociale, à faire subir au monde du travail en permanence, qui est le cas depuis 40 ans, des pratiques et des conséquences qui sont de la régression sociale permanente. J'ajouterais que par conséquent, de mon point de vue, le syndicalisme qu'il nous faut, celui qu'il faut à la CGT, c'est donc tout le contraire, c'est-à-dire un syndicalisme qui sort de la norme, qui reconsidère la transgression,
J'attends qu'on me fasse la démonstration à quel moment le monde du travail est parvenu à obtenir des conquêtes majeures sans à un moment donné développer des pratiques transgressives. J'attends toujours qu'on me donne la réponse. Moi j'ai des exemples. En 1936, si des ouvriers n'avaient pas occupé leurs usines, est-ce que vous pensez qu'ils auraient obtenu 2 semaines de congés payés et 40 heures? Si en 68 d'autres n'avaient pas fait la même chose, est-ce qu'ils auraient obtenu 35% d'augmentation du SMIC, sachant que quelques semaines plus tôt, le patronat avait refusé 3%, un peu avant mai 68. Et d'un seul coup, il occupe 35%. Donc ce qui était devenu impossible est devenu possible. Et c'est devenu possible pourquoi? Tout simplement parce que le syndicalisme s'est engagé alors avec le monde du travail dans des rapports de force qui ont généré une grande peur de l'ordre dominant, qui l'a conduit à faire des concessions. Mais cette grande peur, et c'est un autre enseignement à mon sens de notre histoire, cette grande peur, elle n'est jamais aussi efficace que quand le capitalisme et ceux qui sont censés défendre ses intérêts subissent une double pression, une pression sociale d'un côté, au travers de l'action syndicale, au travers des mobilisations, au travers des grèves, et de l'autre côté, s'il ne subit pas une pression politique. Et à chaque fois, vous prenez tous les exemples que vous voulez, à chaque fois que l'ordre dominant s'est trouvé contraint de concéder des conquêtes sociales, il ne l'a fait qu'à partir du moment où il s'est trouvé coincé dans cet étau du social, dans cet étau du politique. Ce sont les seules conditions qui, jusqu'à présent, ont permis les conquêtes sociales. C'est la raison pour laquelle, et je terminerai là-dessus, en ce moment, je mets en doute la notion de syndicalisme de transformation sociale. C'est peut-être trop gentil. Et quand j'ai relu récemment les statuts de la CFDT pour un travail que j'ai publié récemment, j'ai constaté cette phrase dans les statuts de la CFDT. La CFDT est une confédération de transformation sociale. Point. Eh bien moi je pense que le syndicalisme de la CGT, il a été, il doit être, et il doit continuer d'être un syndicalisme révolutionnaire. Merci. Merci. Alors on va continuer cette table ronde avec Baptiste Talbot. Il est évidemment pas interdit de rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Tu es coordinateur confédéral des services publics. Alors vas-y. Je suis coordinateur de la CGT Fonction Publique, qui est un outil des fédérations, donc Santé, Action Sociale, Services Publics et l'UFSE, donc par la fonction publique de l'État, mais ça n'est donc pas un outil confédéral. Pardonne-moi cette inexactitude. Alors simplement, puisqu'il a été question des médias, j'ajouterai des médias dominants, parce que dans les médias, là aussi, il y a des rapports de domination, des rapports de classe qui les traversent. Eh bien, on définit de plus en plus la CGT comme finalement un syndicat de fonctionnaires, sur des bastions qui seraient des précarés, des choses assises. Comment, dans ta responsabilité, tu vois les choses? Comment s'articule la CGT du secteur public avec le secteur privé dans ce mouvement social et pour quel objectif? Bon, sur cette critique récurrente qui en fait à mon avis s'appuie sur une espèce de fonctionnaire bashing qui d'ailleurs est à peu près aussi vieux que la fonction publique, hein. Il y a eu un certain nombre d'écrits récents, j'ai envie de dire que ça fait sans doute partie des ressorts un peu faciles pour l'ordre dominant. Il se trouve qu'effectivement on est plutôt bien représenté, bien implanté dans un certain nombre de secteurs, tant mieux, mais c'est d'abord avant tout parce que les personnels de ces secteurs-là, ils ont décidé d'investir la CGT, de s'appuyer sur la CGT, de développer la CGT. Donc je ne crois pas que c'est quelque chose qui doive plus que ça nous perturber. Moi il me semble qu'en particulier, effectivement, là où on est assez fort, dans la fonction publique et puis plus globalement dans les services publics, nos camarades, et il y en a beaucoup ici, et il y en a même un à côté de moi, et ils font la démonstration tous les jours que cette implantation particulière, donc c'est un secteur, et bien les camarades ils le mettent au service du développement de l'activité interprofessionnelle. Donc voilà, je ne crois pas que là-dessus on ait à se faire beaucoup de nœuds dans la tête. Par contre, là vraiment, moi je pense qu'on a à se faire des nœuds dans la tête. Et bon, j'en profite pour dire que je partage l'intégralité du propos de Stéphane. Je partage aussi l'intégralité de tout ce qui a été dit dans l'intro de Patrice. Mais moi, ce que je veux surtout dire ici aujourd'hui de manière un peu solennelle, c'est que je crois vraiment que la CGT, elle est aujourd'hui à la croisée des chemins. Et ça, je pense que c'est
quelque chose qui doit interpeller tous les camarades de la CGT. Si on regarde un certain nombre d'indicateurs qui sont quand même le reflet de ce qu'est aujourd'hui notre activité et de ce qu'est l'état de la CGT, force organisée, on est en train de retomber dans les étiages plutôt bas et même plutôt très bas de nos forces syndiquées. Au plan électoral, avec bien entendu des contre-exemples et heureusement des secteurs où on reste fort, la tendance n'est quand même pas glorieuse. Et puis voilà, je crois aussi que comme on est en train de préparer un congrès qui vraiment me semble-t-il va être important, il faut qu'on se dise les choses. On a je pense, de plus en plus de soucis à se faire sur ce que j'appellerais moi le vivre ensemble dans la CGT. Alors quand je dis dans la CGT, je pense en particulier aux instances confédérales et à la confédération qui est notre outil, notre bien commun dans lequel les organisations de la CGT, parce qu'elles ont décidé de se constituer en confédération, vivent ensemble. On a, je pense, de plus en plus de soucis à se faire. Donc ces sujets-là, je crois vraiment qu'on a besoin de s'en emparer très fortement. Dans les questions prioritaires, je ne développe pas. Il y a la question syndicalisme de masse et vraiment j'appuie le propos de Patrice ce matin qui disait qu'il n'y a pas de syndicalisme de classe, il n'y a pas de syndicalisme de masse et qu'on ne peut pas être un vrai syndicat de classe si on n'est pas un syndicat de masse. Donc ça veut vraiment dire que c'est un axe de travail sur lequel on a besoin de concentrer nos efforts. Et donc si on se dit qu'il faut prioriser la question de la syndicalisation, ça veut dire aussi qu'il faut y consacrer des moyens. Et que par exemple, on a peut-être un peu trop de moyens consacrés à vouloir absolument avoir des discours extrêmement léchés, extrêmement construits pour pouvoir porter la bonne parole dans tout un tas d'espaces dans lesquels évidemment il faut qu'on porte la parole de la CGT, mais voilà, on a aussi besoin, je crois, de consacrer davantage de moyens à développer l'organisation, à développer nos structures de proximité, en particulier les unions locales. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment un chantier sur lequel je crois que pour le coup, la Confédération va devoir réellement s'emparer, évidemment avec les organisations, s'emparer de ces enjeux-là. Deuxième élément, je ne développe pas ce qu'a dit Stéphane sur syndicalisme de transformation sociale qui en fait doit être affirmé comme étant un syndicalisme révolutionnaire. Et moi je veux quand même souligner combien, me semble-t-il, avec la séquence du Covid, on a je crois raté un coche. C'est-à-dire que là on avait vraiment une occasion, puisqu'il y a quand même eu une forme de prise de conscience que toutes et tous on a pu diagnostiquer sur l'idée qu'il est apparu de manière particulièrement éclatante que le capitalisme est un système mortifère qui nous mène à l'abîme sur tout un tas de sujets. Je crois vraiment qu'on était à un moment où on avait besoin que la CGT, elle affirme sa visée de transformation sociale, mais effectivement de manière claire, c'est-à-dire dans une visée révolutionnaire, et là-dessus, il y a des choses tout à fait intéressantes écrites dans les statuts de la CGT, même s'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était même peut-être encore plus clair, puisque fut un temps figurait dans les statuts de la CGT l'idée qu'il fallait travailler à la socialisation des moyens de production et d'échange, et peut-être que cette clarification-là et cet élément-là, il avait pour le coup le mérite de dire clairement les choses. Moi, je le dis, je garde un souvenir très amer, et ça va me permettre de faire le lien avec les questions de démocratie. J'étais encore à l'époque membre de l'ASSO confédérale dont j'ai ensuite démissionné notamment pour ces raisons-là. Il y a eu 3 moments importants je pense pendant le confinement. Il y a eu un premier moment au tout début du confinement où il y a eu un texte signé par la CGT avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales qui grosso modo consistait à dire au moment même où on envoyait tout un tas de salariés travailler sans protection, il était dit dans ce texte que la question capitale de la période c'était le dialogue social, comme si on n'était pas dans un moment d'affrontement de classe majeure. Et donc on nous a fait écrire, je dis on parce qu'il n'y a eu aucune décision démocratique pour associer la signature de la CGT à ce texte, donc on nous a fait dire avec la CFDT, avec le MEDEF et d'autres que la question clé à ce moment-là aurait été le dialogue social. Donc là voilà, on a très clairement un problème de fond. Deuxième épisode emblématique, quelques semaines plus tard de mémoire, un texte qu'on nous a fait signer, là encore je le dis puisque là non plus pas de décision démocratique, un texte co-signé donc par la CGT, la CFDT, les organisations syndicales allemandes affirmant un soutien, je pense pouvoir dire explicite au plan de relance Macron-Merkel, à un moment donc où la CGT aurait dû porter le discours qu'il ne s'agissait évidemment pas de relancer la mécanique capitaliste en place. Et puis troisième épisode emblématique, toujours dans la même période, c'est donc quand avec tout un tas d'autres camarades, j'ai donc découvert que la CGT s'associait à un cadre qui s'appelle donc Plus Jamais Ça et qui existe toujours. Donc nous associons avec
différentes forces sur un certain nombre d'éléments sur lesquels par ailleurs on peut avoir quelques sympathies sur certains sujets, mais là aussi un texte qui très clairement ne va pas au bout de la logique consistant à dire que effectivement il y a aujourd'hui des problèmes environnementaux, il y a aujourd'hui des problèmes sociaux, mais que si on ne sort pas du système capitaliste, on n'apportera jamais de réponse satisfaisante sur ces sujets-là. Et donc voilà, là encore une fois, la manière dont l'organisation est engagée dans ce processus pose des questions démocratiques, et donc ça m'amène sur la troisième question sur laquelle je voulais m'exprimer, qui est donc la question de la démocratie dans l'organisation. Je disais tout à l'heure que la CGT est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins, mais je pense que les camarades vont développer. Je crois que Gilles, en particulier, m'a dit tout à l'heure qu'il allait l'évoquer. C'est sur la question du fédéralisme. Il faut vraiment revenir à ce qu'est le fédéralisme, et que ce qu'il y a derrière tout ça est clair. C'est-à-dire que la CGT, donc c'est une organisation constituée d'unions départementales et de fédérations qui ont décidé de se constituer en confédération. La confédération est un outil au service des organisations. La CGT n'est pas une organisation verticale, la CGT n'est pas une organisation où les choses partent d'en haut et descendent vers le bas. La CGT est une organisation dans laquelle les fédérations et les unions départementales décident ensemble de se doter d'outils. Il se trouve que c'est en particulier la direction confédérale et ses instances, mais ça marche dans ce sens-là. Et ça, je veux vraiment appuyer là-dessus. Il est clair et net qu'on essaie de manière insidieuse pendant quelques temps, mais je pense de moins en moins insidieuse, de nous emmener sur un autre modèle d'organisation, un modèle vertical dans lequel les choses fonctionneront de façon totalement différente. Et donc, je crois vraiment que le Congrès confédéral, de ce point de vue, va être un moment de clarification extrêmement important, et que toutes les camarades et toutes les organisations de la CGT qui sont attachées, je pense que dans la salle, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là, toutes celles et ceux qui, dans la CGT, sont attachés à cette conception-là de l'organisation doivent vraiment s'emparer de manière extrêmement forte des enjeux du 53e congrès, parce que c'est la nature de notre organisation CGT qui sera en jeu lors de ce 53e congrès. Voilà, je m'en arrête là. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Merci. Merci. Alors, je voudrais justement te donner la parole, Marcel, mais tu veux réagir tout de suite, donc vas-y. Depuis le début du débat, moi je fais partie, là, quand je regarde, je suis l'ancien combattant du débat. C'est-à-dire que j'ai connu une période particulière où effectivement on a eu des reculs, mais on a eu aussi de grandes victoires qui ont dépassé le département des Bouches-du-Rhône. Je serais presque tenté de dire, je connais les conditions du pourquoi on a eu ces victoires. Ça me semble à peu près évident. C'est-à-dire qu'on a joué à plein la carte de l'engagement dans tel ou tel dossier, de convaincre et d'élargir par rapport à ce dossier. On a joué à plein la carte de la coopération, mais la coopération avec un grand C, entre le secteur professionnel et le secteur interprofessionnel. Et je rajouterai, mais dans mes propos, ne voyez aucune critique. On a joué aussi la carte, dans des grands dossiers, de l'implication de la direction confédérale, et ce, au plus haut niveau. Je le dis très tranquillement, on n'aurait pas gagné la Ciotat, Gardanne, la sidérurgie, des éléments sur le port, même sur les services publics, si on n'avait pas eu une confédération au niveau d'Henri Krasuki ou de Louis Vianney, qui effectivement ne dirige pas de son bureau, mais mouille sur la chemise sur le terrain. Mais... Le deuxième élément que je voudrais donner, même si je suis d'accord avec les deux intervenants avant moi, depuis tout à l'heure, je me pose la question de quelle CGT parle-t-on? Moi, personnellement, la CGT que je connais, je vous le dis très tranquillement, mes camarades, c'est vous. C'est vous qui, dans les entreprises, vous en prenez plein la tête parce que la situation, elle est encore plus compliquée aujourd'hui que ce qu'elle était quand moi j'étais dirigeant. Vous en prenez plein la tête et malgré ce, vous continuez à résister. Malgré ce, vous êtes toujours debout. Malgré ce, vous continuez à lutter. Et je pourrais comme ça continuer jusqu'à après-demain. Moi, c'est celle-là, la CGT, que j'aime. Alors après, ce que je vous engage à faire, l'ancien combattant que je suis,
c'est de continuer les luttes, mais de vous occuper aussi de la CGT. De vous occuper de ce qui va se passer au Congrès confédéral. Parce que c'est votre outil à vous, c'est l'outil des travailleurs. Et on ne peut pas le laisser se dévoyer si par hasard, admettons, il y a des idées qui peuvent exister comme ça. Moi, j'ai connu le débat, je vous le dis la vérité. Admettons le débat pendant des années sur 2 masses de classe. Vous savez combien je l'ai connu? Il y avait des camarades, dirigeants confédéraux, qui pensaient qu'effectivement, moins on serait de classe, plus on aurait la masse. Mon œil. C'est complètement faux, ça, entre parenthèses. Ceux qui ont pensé ça, il faudrait qu'ils réfléchissent, qu'ils reviennent par rapport à ça. Donc, il y a des débats. Je vais prendre un débat, mettons. Moi, je fais partie des camarades, mettons, je ne suis pas le seul, hein, où j'ai mené des combats qui n'étaient pas légaux. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que c'est la légalité qui m'a amené à faire des choses? Quand j'envoyais des tomates et des pommes de terre et des œufs, admettons, au ministre qui venait dans les Bouches-du-Rhône, c'était légal? C'était pas légal. Mais est-ce que c'était pas légitime? Il y a une différence entre la légitimité du combat et la légalité. Là, mettons, quand je regarde les débats qui existent, 2 fois j'ai vu Olivier mener des débats avec le patron du MEDEF. Il ne s'arrête pas de dire « mais c'est pas légal, c'est pas légal ». Mais j'en ai rien à foutre, moi, que c'est pas légal. Par contre, c'est légitime. Alors, après, est-ce qu'il n'y a pas des similitudes? Je dois vous avouer, je le disais à Paul, il y a une similitude mais qui m'a fait mourir de rire. Dans le débat avec le responsable du MEDEF, à un moment donné, il dit à Olivier, « Mais Olivier, Matteux, vous faites partie de la tendance dure. » Ça m'a fait sourire. Parce que moi, je faisais partie de la tendance dure. Et vous savez comme j'étais content de faire partie de la tendance dure. Des fois, je me posais des questions. Je me rappelle très bien quand dans un certain nombre de journaux, comme si on appelle ça des journaux, pas la Marseillaise, hein, mais les journaux, Le Monde, Libération, Le Figaro, Carbas-Marcel, l'UD des Bouches-du-Rhône, fait partie de la tendance dure. À un moment donné, je peux te le dire, ça me posait quand même question. Je le disais à Paul en rigolant, une fois j'ai réfléchi pendant 1 minute 30. Je me suis dit, Marcel, que tu fasses partie de la tendance dure, ça peut poser des problèmes. Mais si par malheur tu faisais partie de la tendance molle, alors là, très honnêtement, ça serait pire. Donc vous, dans les entreprises, je vous le dis très honnêtement, très sincèrement, et je vous félicite parce que c'est plus compliqué aujourd'hui. Heureusement que vous êtes là. Heureusement, tous les militants, hommes ou femmes de la CGT, heureusement que vous êtes là. Sinon, on serait véritablement dans un pétrin encore plus grand que ce qu'on peut l'être maintenant. Bravo. Merci beaucoup Marcel. Il n'y avait même pas besoin de questions tellement tu avais de choses à nous dire. Gilles, j'imagine que toi aussi, au fur et à mesure que les interventions se font, tu as des réactions. Évidemment, là, on a parlé de la CGT, c'est l'objet. Hein. On est dans un congrès de l'Union départementale CGT. Toi, tu milites au plan régional, avec aussi cette vision sur les différents dossiers importants. Peut-être tu peux nous dire ta conception des choses. Qu'est-ce que tu retires de ce vécu et peut-être aussi comment la CGT, tout en restant sur ces objectifs qui ont été exposés par Marcel, elle peut aussi être plus en accord avec la société pour la changer. Bon, d'abord, merci de me faire participer à cette table ronde, rudement importante et rudement intéressante. Moi, je dirais que la question qui a été posée, elle est un peu plus courte, quoi. C'est, en gros, on débat de à quoi sert la CGT aujourd'hui et quelle organisation syndicale on veut, singulièrement la CGT. Donc, et où va-t-elle? Et où va-t-elle, surtout, ouais. Et donc, quels sont ses objectifs? Quelle est sa méthode? Et quelle organisation pour y parvenir? Ses modes de fonctionnement? Et y compris, moi, je rajouterais quelque chose dans la période, c'est son rapport aussi aux politiques qui a été un peu trop abandonné, mais Stéphane est revenu un peu rapidement. Moi, je partage l'idée qu'effectivement, on est dans une phase de clarification politique, on le voit de la droite à la gauche, y compris avec des recherches. Et
qu'on le veuille ou non, ça conditionne un certain nombre d'aspects dans les rapports sociaux. Et moi, je pense que le syndicalisme ne peut pas y échapper. Et que le syndicalisme à l'eau tiède, ça ne pourra pas le faire dans la période. On va avoir besoin de réaffirmer certains principes comme acteur effectivement du mouvement social, puisque c'est la question qui est posée, notamment notre volonté d'un changement profond de société, ça a été dit, une répartition de richesses, dépassement du capitalisme, notre condition d'exploiter et de prendre, je dirais, des décisions pour répondre à ces objectifs. Et moi aussi, je participe de l'idée, Marcel le disait, la CGT c'est vous, mais la CGT c'est vous dans tous les moments, et y compris dans les moments importants statutaires, et dans le 53e congrès qui va se dérouler au mois de mars. On va avoir des questions importantes sur la nature même du syndicalisme CGT dont on veut porter. Et ça fait trop de temps, effectivement, où il y a un certain nombre de décisions qui ne sont pas assez claires, ou de décisions qui n'ont pas été décidées démocratiquement, qui influencent notre organisation et qui ne correspondent plus aux objectifs assignés à notre organisation. Et l'objectif principal, j'y reviens, et cela à tous les niveaux de notre organisation, d'être en capacité de mettre en œuvre des principes de base sur ce qu'on appelle le syndicalisme de la double besogne, on n'y répond plus assez. Et surtout, on ne veut plus le mener. Il ne s'agit pas d'être que sur une besogne, qui serait le carreau facé, parce que là, on irait dans une forme d'inefficacité, ou qu'un changement de société, parce que là, on serait hors sol, mais de bien porter les deux dans cette période. Et ça, c'est très important, me semble-t-il. Donc, le rôle de la CGT dans le mouvement social, bien sûr, c'est d'organiser les luttes. Et dans ce département, on le fait peut-être encore plus qu'ailleurs. Mais c'est aussi de porter des orientations, une démarche et d'avoir des modes d'organisation qui correspondent à ça. Voilà. De replacer, je dirais, et de faire le lien entre le combat du quotidien et les perspectives de changement de société. Je n'irai pas plus loin. Et surtout, ce que tente de faire aujourd'hui le patronat et le gouvernement, c'est finalement de nous faire accepter qu'il n'y aurait plus d'antagonisme de classe. Qu'il n'y aurait plus de classe, et que quelque part, finalement, on serait tous embarqués dans le même bateau. On le voit, y compris, il y a une guerre des mots, du vocable, entre le salarié qui serait un collaborateur, le cadre, le manager, le chef d'entreprise qui serait le coordinateur, et finalement, on serait embarqués dans le même bateau. Et ça, c'est aussi une tendance, malheureusement, qui, quelque part, si on ne replace pas des combats CGT, et avec une organisation susceptible de les porter, d'être vraiment au cœur de ce qu'on doit porter, c'est-à-dire l'antagonisme de classe, mais surtout de porter et d'assumer notre combat dans le rapport capital-travail et avoir une organisation qui corresponde à ça. On ne peut plus être une organisation de coûts. On a besoin d'une organisation qui assume ses équilibres à tous les niveaux, entre impulsion, proposition, négociation quand il le faut, parce qu'aussi il faut savoir négocier. Même si on veut faire un changement de société, il faut négocier. Pas à pas, étape par étape, pour conscientiser aussi, pas à pas. Mais on ne peut plus avoir une organisation de coûts qui, finalement, se contente de phases d'impulsion au mieux, de phases de mobilisation au coup par coup, mais très peu d'ailleurs qui amènent à la négociation, parce qu'on sait qu'une négociation, il ne s'agit pas non plus d'avoir que la chaise vide, mais aussi d'occuper des postes à responsabilité. Ça dépend de quelle manière on va dans les négociations quand on est armé du rapport de force. Voilà, donc à mon avis, la CGT elle a un rôle central à jouer, y compris dans la période, dans le mouvement social qu'on est en train de vivre. Mais aussi, on doit avoir une CGT, et ça, il faudra c'est peut-être un des aspects du congrès, avoir une CGT quand même qui retrouve une certaine méthode, au-delà de l'engagement, je dirais, habituel de tous nos syndicats, mais avoir aussi une méthode et des règles de vie, une qualité de vie syndicale, il a amené Patrice, dans son rapport ce matin, une culture d'organisation, des notions d'organisation, parce qu'une organisation à filiation marxiste, la CGT, et on n'est pas que marxiste que dans la vision macroéconomique, on l'est aussi dans ses modes de fonctionnement. Les syndicats, consulter les syndiqués, la démocratie, avoir une commission exécutive, avoir des allées va-et-vient, avoir une méthode d'organisation basée sur le fédéralisme. Voilà, ce n'est pas une organisation verticale, elle est aussi horizontale, mais prendre tous ces aspects pour être efficace. Voilà, avoir des objectifs politiques. Je finirai juste par là pour ne pas être très long. On a aussi une organisation qui doit retravailler la chose politique, retravailler son rapport aux politiques, le politique dans ses prérogatives. Alors la CGT s'est toujours appuyée aussi sur, quelque part, des points d'appui politiques progressistes. Ne serait-ce qu'il y a le législateur qui conditionne, des fois on combat le législateur quand il fait des lois qui ne nous conviennent pas, mais des fois on l'aide à prendre des positions pour avoir des conquis sociaux. Donc on va avoir un nouveau rapport à ce politique-là. Pendant trop longtemps, y compris récemment,
on a considéré que finalement, il n'y aurait pas une politique dans le camp des travailleurs. L'illustration, c'est la déclaration confédérale à l'approche des élections présidentielles, où on nous expliquait que finalement, tout le monde était quelque part pareil et qu'il fallait les voter, mais surtout pas RN, mais se contenter de ça. Donc ça, je pense qu'on ne peut plus en arriver là. On a besoin de retravailler la question politique, chacun a ses prérogatives, mais aussi avoir des moments convergents pour le camp des travailleurs et être efficace. Je finirai juste par là. 2 enjeux dans la période avec les luttes qui se mènent. Un, replacer dans la société française, il a commencé par ça tout à l'heure, Stéphane, que le syndicalisme de rapport de classe et surtout de rapport de force est important, et surtout que le syndicalisme est efficace. Et ce que montrent nos camarades raffineurs dans la période en est l'illustration. Et je pense que c'est sur 2 enjeux où le gouvernement et le patronat, depuis des années, veulent démontrer que la CGT n'est pas efficace et ne correspond plus à ça. Je vous remercie. Alors pour finir ce tour de table, et je vous remercie chacun parce que vous avez parfaitement tenu le timing. Eh bien, Olivier, bien sûr, tu es le secrétaire général de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône. On sait que depuis des années maintenant, tu travailles aussi à ce qu'on a appelé le processus départemental pour créer des convergences autour du syndicalisme tel que le conçoit la CGT. J'ai envie de dire que ce débat, finalement, il pose la question du sens. Militant CGT, pourquoi combattons-nous ? Tu vas nous dire. C'est moi qui dois vous dire ça. Donc, ton point de vue là-dessus. Statutairement, je suis plus secrétaire général de l'UD depuis ce matin. Donc si je réponds pas, c'est pas grave. Je déconne. Du coup, tu peux nous parler en tant que militant. Je viendrai, si je perds pas le fil, je viendrai sur le processus départemental qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, y compris au niveau national. Et soit parce qu'il a été mal compris, soit parce qu'il constituait un élément nouveau dans le paysage et syndical et politique, et qu'il a fait que certains s'en sont inquiétés, en essayant depuis quelque temps de le copier, mais pas forcément de la bonne manière. Quand je dis pas forcément de la bonne manière, c'est pas parce que nous savons et que les autres ne savent pas. La question c'est, en permanence, quel est l'apport de la CGT sur l'ensemble des sujets qui touchent à la fois les questions sociales, économiques, industrielles, environnementales. On entend parfois dans l'orga, ouais, mais ça c'est sociétal, ça ne nous regarde pas. Non, c'est pas vrai. Ou alors on n'est pas ce que nous disons. On n'est pas une organisation qui se revendique, y compris de la transformation de la société. Par contre, une fois qu'on a dit ça, comment on articule les choses pour faire en sorte que la parole de la CGT le soit non seulement entendue, comprise, respectée, mais surtout que le soit, pour employer un terme du camp d'en face, qu'elle ait une véritable plus-value, y compris pour ceux avec qui nous essayons de travailler les questions. Baptiste évoquait plus jamais ça. Le problème, ce n'est pas d'être dans un collectif avec d'autres. Si nous sommes parfaitement à l'aise avec les contenus que nous portons, on doit être en capacité de les porter n'importe où, avec n'importe qui. Le problème, c'est que quand on n'est pas à l'aise et clair avec les contenus qu'on essaie de manier ou de nous faire manier, eh bien on rentre dans ce genre de démarche en laissant à l'entrée l'identité et l'apport particulier ou original de la CGT. Et c'est là où le bordel intervient. On ne peut pas, comme l'ont vécu les camarades de la centrale de Gardanne, ouvrir le journal un matin et découvrir que le premier d'entre nous a décidé qu'il fallait en finir avec le charbon, le nucléaire et les énergies carbonées, y compris le pétrole. C'est pas possible. Parce que ça veut dire derrière, quand on annonce la fermeture des centrales à charbon, la CGT est pour la fermeture de ces usines-là. Alors, est-ce que ça nous place dans le camp des gros productivistes, pollueurs, aveugles? Non. Si on pense la société de demain,
on doit, qu'on le veuille ou non, être et pragmatique et réaliste. Si on veut avoir les moyens de réaliser cette transformation, on doit s'appuyer au moins un temps sur les modes de production de la société actuelle. Parce que qu'est-ce qui se passe? On ferme la centrale de Gardanne, on casse l'emploi, on casse les savoir-faire. Pendant ce temps, les actionnaires de Total, ils sont toujours propriétaires des outils de production. Ils n'investissent pas un centime pour les moderniser et les rendre moins polluants, et ils continuent à capter les richesses produites. Donc il y a un non-sens à prendre ce genre de position. Et en même temps, on découvre là dans la période que sans électricité, c'est compliqué de produire. Alors c'est compliqué de s'éclairer, de se chauffer, mais ça c'est pas grave, c'est vous qui serez dans le noir et dans le froid, mais y compris, on vient percuter d'autres capacités de production. Camarades, nous sommes la CGT, nous avons le devoir, si nous voulons être parmi ceux qui œuvrent à l'élévation des consciences, nous avons le devoir, l'obligation d'être cohérents sur l'ensemble des propositions qu'on porte. Et pour ça, on doit se dire qu'il n'y a pas de débat dans lesquels on ne doit pas intervenir, mais il y a encore moins de débats dans lesquels on doit laisser nos revendications, nos analyses de côté. Sinon, on est dans l'air du temps. Ça s'appelle le lobbyisme. Et au final, la traduction syndicale du lobbyisme, c'est le syndicalisme d'accompagnement. Ce n'est même plus le réformisme, c'est le syndicalisme d'accompagnement. C'est les médias, le pouvoir, le grand patronat, qui dit de telle date à telle date, un peu comme les NAO, on va discuter de ça, ça et ça. Le reste du temps, on n'en parle pas. Et si vous amenez autre chose que ce qu'on vous dit, ben vous êtes moqué, mis de côté, écarté. Et comme tu as perdu tes réflexes d'organisation, tu pèses plus par le rapport de force et tu deviens soit inaudible, soit considéré par ceux, et je pense notamment à l'épisode des Gilets jaunes, même si je suis pour qu'on continue à dire les Gilets jaunes. Parce qu'il y avait des tas de nuances de jaune. Mais ceux-là, y compris ceux qui sont allés sur des contenus qui peuvent être très proches des nôtres, nous ont classés comme un rouage du pouvoir qui était là pour expliquer ce qu'il était possible de revendiquer ou pas. En disant ça on peut l'obtenir, ça c'est même pas la peine, on ne peut pas l'obtenir. Et là, on perd tout sens à la fois de nos fondamentaux, la double besogne, mais y compris de l'avenir de la CGT. Et ce n'est pas parce que nos camarades cubains sont là, mais il me semble que Fidel Castro a dit la révolution, c'est changer tout ce qui doit l'être. Si nous sommes une organisation révolutionnaire, à aucun moment nous ne devons avoir peur, y compris des évolutions que nous devons opérer dans notre organisation. Que ce soit sur des questions d'organisation, de fondamentaux, on doit tout bouger si c'est utile à au moins une des deux besognes. Sachant que, définitivement, on l'a vérifié, si on est bon sur une et pas bon sur l'autre, on pinaille. Voilà. On court plus vite sur deux jambes qu'à cloche-pied. Et voilà, on est dans ce moment où ouais, la CGT elle se cherche, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je le redis, si chacun d'entre nous, de là où il est et avec ce qu'il a dans la tête, il considère qu'il a sa part à prendre dans le processus révolutionnaire, il n'y a aucun débat qui doit nous faire peur. Aucune transformation opérée qui doit nous faire peur. Mais c'est pas pour ça qu'on doit s'entendre dire c'est plus possible, il faut changer. Et ça, c'est plus possible, il faut changer. Et dis-nous pourquoi on doit changer, comment et avec qui. Parce qu'au moins au plus on a tendance à chercher, non plus des solutions ensemble, mais à chercher des coupables pour leur mettre sur le dos la situation que nous avons aujourd'hui. Mais ça, c'est quelque chose, je pense, qui est commun à l'ensemble de notre camp syndical et politique. Quand on n'est plus en capacité depuis trop longtemps de gagner, d'arracher des choses, de valider par la victoire et nos revendications et notre démarche, on s'habitue à perdre. Et l'essentiel, c'est non pas de ne pas gagner, c'est de pouvoir dire on a perdu, mais c'est la faute de l'autre. L'autre pouvant dire de la même manière, on a perdu, mais c'est la faute de celui-là. Voilà. Et partant de là, on perd le fil. On perd le fil.
Moi, je ne sais pas si on est dans la tendance dure. Par contre, il faut qu'on soit dans la tendance de la CGT qui dure. C'est celle-là de tendance qu'on doit viser, nous. La CGT qui dure dans le temps pour être efficace aux côtés des travailleurs, pour à la fois empêcher les mauvais coups au quotidien et, à la vitesse où on peut aller, participer à la transformation de la société. Si on ne fait pas ça, si on n'affirme pas que c'est à celle-là de tendance qu'on veut appartenir, on est comme les autres camarades. On subit et à la fin on se décourage. Donc, le choix que nous avons à faire là, il est très simple. Je pense que si tout le monde dans l'organisation veut bien faire preuve d'honnêteté, de lucidité, le grain à moudre s'est terminé depuis un long moment. Alors il faut le temps de le réaliser, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le mur il est tombé, on a perdu l'Union soviétique, on a perdu tout ce que vous voulez, enfin, on peut s'expliquer tout ce qu'on a envie. Mais le grain à moudre, il n'y en a plus. Donc y compris ce qui pouvait amener à un moment donné à légitimer certaines analyses sur attention, n'exagérons pas trop, tenons des équilibres. Ça a volé en éclats, ça. Mais pas parce que, pour rester dans l'UD, Marcel Carbas en son temps, Olivier Matteux au sien, l'avons décidé. C'est le camp d'en face qui l'a décidé. C'est eux qui ont dit c'est terminé. Vous n'aurez plus rien. Et là, ils ne sont même plus dans une phase où ils nous disent vous n'aurez plus rien. C'est on va vous reprendre ce qui vous reste. Donc, plutôt que de s'agiter à 12, 13 ou 14 devant la gare de Lyon, avec une banderole qui dit d'un côté il faut taxer les profits, et c'est pas pour ouvrir ce débat pourri sur les super profits, hein, parce que ce qu'il faut c'est remettre en cause la propriété privée des moyens de production. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Comment on finance notre système, comment on finance la transition, comment on met les moyens pour faire avec ou sans le charbon, mais de manière propre et efficace. Et de l'autre côté, afficher l'alliance écologique et sociale. Je m'excuse. Voilà. L'écologie, l'environnement, c'est une chose trop sérieuse pour la laisser aux écologistes. Voilà. Qu'on soit clair, dans la CGT, dans la CGT, pour rester très pratico-pratique et sur la revendication et sur l'analyse, il y a des productions de camarades qui datent depuis de plus de 30 ans. Aujourd'hui, la quasi-totalité des projets et des études qui se mènent sur l'hydrogène, à la base, elles sont sorties de la tête d'un camarade de l'AFNIC qu'on a perdu il n'y a pas longtemps et à qui je souhaite rendre hommage à nouveau. Elles sont sorties de la tête de Marcel Croquefer. Et aujourd'hui, les patrons, y compris ceux de Total, disent aux camarades de la CGT, son tort, c'est qu'il a eu raison 20 ans avant tout le monde. Et nous allons complexer devant les experts, devant les soi-disant écolos patentés. On va mettre les contenus de la CGT de côté pour pouvoir s'aligner avec eux et gagner quoi? 3 emplois à la Chapelle d'Arblay, camarades? Pendant qu'on laisse des usines entières se faire laminer, on perd des capacités de production, on perd des savoir-faire, on perd des emplois. Donc, je sens bien que je suis long et que je suis parti pour être comme les super profits, super longs, mais il n'y a qu'une seule chose à faire dans la période. Voilà. C'est, si besoin, faire un peu d'introspection pour vérifier où en est la CGT, retravailler son identité, ses objectifs. Mais Marcel l'a dit, et de fort belle manière je trouve, la CGT, elle est là. Elle est dans toutes les unions locales, elle est dans tous les syndicats, elle est dans toutes les fédérations. La confédération, c'est le fruit d'une volonté commune. Quand on a cassé cette volonté commune, qu'on le veuille ou non, et que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, la confédération n'existe plus. On a beau la placer de force ou de gré comme un outil de plus, en parallèle, au-dessus, à côté, en dessous, la confédération, pour ce qu'elle doit être, quand on est dans ce genre de situation, elle n'existe plus. L'enjeu pour nous,
c'est refaire confédération. Réaffirmer que la CGT, et c'est en ce sens que je dis, il faut que nous, on soit de la tendance qui dure. C'est remettre à la disposition des travailleurs la CGT pour qu'ils en fassent l'outil à la fois de la défense de leurs droits et l'outil de la conquête de droits nouveaux. Et là, on sera utile à la transformation de la société. Alors, je ne sais même plus à quelle question j'essaie de répondre, la vérité. Ce qui est certain... Pourquoi combattons-nous? Et ce qui est certain, c'est que si on veut qu'il y ait victoire au bout, il faut une organisation pour les travailleurs. Et je terminerai là-dessus, parce que nous avons toujours considéré que la CGT était une des composantes du mouvement social, une des composantes du camp des travailleurs. Nous avons toujours fait en sorte qu'à partir de notre identité dans ce département, nous soyons disponibles pour travailler avec toutes les autres forces, syndicales, politiques et associatives, sans jamais y perdre notre âme, sans jamais y perdre notre identité, mais à chaque fois en faisant profiter le plus possible les uns et les autres de nos réflexions, de nos capacités d'action et de notre volonté d'y aller avec notre camp, la totalité de notre camp, pour gagner, pour sortir de on n'y arrive pas, c'est difficile, c'est dur, c'est pas simple. Oui, d'accord. À quel moment dans l'histoire que le capitalisme il était local, familial, mondialisé, numérisé, déshumanisé, ça a été facile. À quel moment? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc de moments faciles, on ne va pas en connaître. Et si on ne fait pas le choix de remettre la CGT dans son rôle, on va connaître des moments encore plus difficiles. Parce qu'avec une CGT en mauvais état, c'est déjà compliqué. Mais sans CGT, ça va être une boucherie. Donc, qu'on soit clair, un outil comme la CGT, on le sauve quand on s'en sert. Et le choix qui nous est posé là, y compris au travers du 53e Congrès confédéral, c'est savoir si on doit sauver les murs ou si on doit sauver le fond. Camarades, si on veut les sauver, les murs, dans la durée, il faut qu'on sauve le fond. Moi, je ne dis pas qu'il est attaqué par... Il n'y a pas d'ennemi interne. On est tous de culture, tu l'as dit, marxiste, léniniste. On sait à peu près tous d'où on vient. On nous a appris à confronter nos idées des heures et des nuits entières. C'est ce goût-là qu'il faut retrouver. Et y compris, il faut retrouver le goût de l'effort militant. Le militantisme de la CGT, ce n'est pas de telle heure à telle heure, en gros, le temps de la journée de travail. On réfléchit la nuit, on réfléchit le week-end. Et oui, c'est fatigant, mais on le fait pour soi, on le fait pour les autres, on le fait pour les siens, pour ceux qui étaient avant nous et ceux qui seront là demain. C'est la plus belle tâche qui peut être assignée à des militants syndicaux comme nous sommes. Voilà. Mais cet effort, il faut le faire parce qu'on ne sera sauvé par personne d'autre que par nous-mêmes. Voilà. Je m'en arrête là, camarades, mais la CGT, elle peut avoir encore de belles années devant elle à condition qu'on fasse ces choix-là. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants. Et puis nous avons tenu le timing, donc je rends volontiers le micro à la présidente Masse.